Voilà. Merci d'avoir répondu présent pour ce webinaire qui a pour intitulé l'accompagnement de l'adulte, essentiellement l'enfant, parce que on présente parcours enfant sur l'outil qui est développé au DAC, mais c'est surtout sur l'accompagnement de l'adulte souffrant d'obésité. Euh, donc, ce webinaire a été construit en partenariat avec le Centre intégré de l'obésité et notamment le docteur Estrade. Euh, mais bon, on reviendra sur l'historique du groupe de travail qui a travaillé sur l'outil qui vous sera présenté. Donc, il y aura une première présentation par le docteur Estrade sur les parcours, avec un focus notamment sur les niveaux, les différents niveaux d'obésité et notamment les types d'obésité qui posent parfois des situations de complexité qu'on peut ensuite retrouver au DAC. Pour rappel, le DAC, donc c'est le dispositif d'appui à la coordination du GERS. On accompagne les professionnels qui rencontrent des situations complexes dans le cadre de leur profession. On vient vraiment en appui à ces professionnels et c'est dans ce cadre-là qu'on organise des webinaires de sensibilisation pour travailler des parcours bien définis, comme là, c'est le cas avec l'obésité. Donc, je vais laisser la main au docteur Estrade pour présenter la première partie. Vous avez bien sûr la possibilité de poser vos questions. Il y a un petit onglet conversation où vous pouvez poser des questions ou lever la main et on vous donnera la parole. Mais sachez qu'il y a un temps d'échange aussi entre les deux présentations qui vous sera proposé. Bon webinaire à tous et à tout à l'heure. Bonjour, donc merci pour cette petite introduction et merci de m'avoir proposé de participer à ce webinaire. Donc je me présente, je suis le docteur Anna Estrade, je travaille au CHU de Toulouse dans le service de nutrition du professeur Ritz et je suis également la coordinatrice médicale du centre spécialisé obésité Midi-Pyrénées ou Occitanie-Ouest. Donc dans ce contexte, on avait contacté avec une de mes consoeurs, le docteur Graya, qui est actuellement en congé maternité, les DAC de chaque département. Et l'idée était venue effectivement peut-être de faire un petit webinaire centré sur l'obésité pour voilà, commencer un petit peu à travailler ensemble ou en tout cas voilà, à avoir un langage commun. Donc j'ai préparé un petit diaporama. Euh, alors, je ne sais pas s'il sera adapté à tous les publics parce que j'ai vu qu'il y avait des professions assez variées. Donc, voilà, de toute manière, le diaporama, vous l'aurez à disposition. Et puis après, effectivement, les temps d'échange, ça permettra peut-être d'affiner certaines choses. Alors, je vais le partager. Donc, on a fait le test tout à l'heure. Ça marchait bien. Donc, dites-moi. Alors, euh, vu que là, je vais le mettre en diaporama, je ne vais plus vous voir. Est-ce que c'est bon pour vous? C'est bien en diaporama? De mon côté, ça fonctionne. Ok. Donc, par contre, s'il y a effectivement des mains levées, voilà, des petits commentaires, je ne pourrai pas les voir. Donc, il faudra me faire le lien. Donc, je resserre le sujet parce que moi, je m'occupe uniquement de la partie adulte. Mais effectivement, l'outil qui va vous être présenté, la construction, s'était faite de manière commune avec adultes et pédiatres. Mais moi, ma partie, c'est plutôt l'adulte. Donc, c'est un rapide rappel sur ce qu'est l'obésité. Mais l'obésité, il faut bien retenir que c'est une maladie. C'est pas toujours évident pour les patients, même pour la communauté professionnelle. Et ça se définit comme un excès de masse grasse qui entraîne des inconvénients pour la santé. C'est la définition de l'OMS qui est très ancienne. Et c'est donc une maladie, j'aurais pu rajouter chronique, qui a des conséquences évidemment somatiques, mais également psychologiques et socio-économiques. Et c'est la première maladie nutritionnelle mondiale. Donc, pour la définir, en fait, on utilise un marqueur que vous connaissez bien, ce qui est l'indice de masse corporelle, l'IMC, et qui se calcule en prenant le poids en kilos et la taille en mètres carrés. Donc, les valeurs de référence, c'est entre 18,5 et 25 qui vont définir la corpulence moyenne des sujets. Et puis, l'obésité, on parlera d'obésité à partir du seuil de 30 d'IMC. Entre 25 et 30, on parle de surpoids. Et ensuite, l'obésité va être gradée en plusieurs niveaux.
Donc, grade 1 entre 30 et 35, grade 2 entre 35 et 40. Et au-delà de 40, on parle d'obésité de grade 3. Et c'est vrai que souvent, ça, c'est ce que les patients retiennent comme obésité morbide, même si le terme n'est pas très joli. Donc, maintenant que vous avez la définition bien claire, en sachant que l'IMC, c'est une définition qui est approximative, puisque je vous ai dit, la définition, c'est l'excès de masse grasse. Or, l'IMC, c'est le poids total. Donc, quand on se pèse sur la balance, on ne pèse pas que le gras. Mais en tout cas, c'est ce qui est le plus corrélé à l'excès de masse grasse. Donc, évidemment, il y a des situations qui sont prises en défaut. Par exemple, les rugbyman professionnels, ils ont des IMC au-delà de 30. Pour autant, ce n'est pas de l'obésité, c'est plutôt les muscles. Donc voilà, mais globalement, on peut considérer que l'IMC est un bon reflet du marqueur obésité. Donc, les enquêtes montrent, vous voyez donc les chiffres, en fait, il y avait des enquêtes OBEPI qui se font depuis 1997. Il y a eu un gros trou entre 2012 et 2020. Et vous voyez qu'il y a une progression assez constante de l'obésité, avec peut-être un petit ralentissement sur la fin, en tout cas sur la pente, mais il faut retenir qu'à peu près en France, la prévalence chez l'adulte, elle est de 17%, dont 2% d'obésité au-delà de 40 d'IMC. Et si on cumule surpoids et obésité, près d'un adulte sur deux est en surpoids ou en obésité en France. Voilà. Il y a un fort gradient social. Ensuite, on voit qu'il y a aussi des disparités régionales. Donc, vous voyez que l'Occitanie est un petit peu en dessous des chiffres nationaux, sur un pourcentage de 15,5%. Donc, c'est ce qu'on regardait avec Marine Martin. On n'a pas les chiffres exacts pour le Gers. Mais voilà, la moyenne est un petit peu plus basse. Et c'est un peu plus basse sur l'ouest de l'Occitanie par rapport à Montpellier. Les taux sont un petit peu plus élevés. Et vous voyez que les régions du nord sont très impactées, à part Paris et l'Île-de-France. Mais globalement, il y a un gradient nord-sud et puis un gradient social très important. Cette étude, en fait, Constance, alors c'était plus resserré sur certains départements. Donc, je vous l'ai mis parce qu'il y avait la Haute-Garonne et les Pyrénées-Atlantiques. Le Gers, c'est un petit peu entre les deux. Donc, voilà, la prévalence était estimée plutôt autour de 13,3% d'obésité. Ça, c'est pour vous montrer le gradient social. Donc, vous avez en fait, en fonction du revenu des patients, la prévalence de l'obésité. Et ensuite, vous avez la distinction entre les hommes en bleu foncé et les femmes en bleu plus clair. Et donc, si on prend des revenus, plus les revenus sont inférieurs, plus le taux d'obésité augmente. Et on voit que c'est encore plus marqué chez les femmes que chez les hommes. Là, j'ai rajouté cette planche juste hier parce que j'ai reçu les résultats de cette enquête OFEO qui vient juste de sortir. Et donc, pareil, alors c'est sur du déclaratif, hein, c'est des questionnaires. En fait, c'est un échantillon de population qui est interrogé par Internet, qui s'est fait en avril 2024. Et l'idée, c'était, enfin, entre janvier et avril 2024, pardon. Et l'idée, c'était d'avoir une photographie actuelle de l'obésité. Et donc, même les chiffres sont un petit peu plus hauts que ceux de 2020, que je viens de vous montrer, avec 18,1% d'obésité et 48,8% de patients en surpoids ou obésité. Ce qu'on voit, ce taux, il a augmenté parce que c'est tiré par le haut, notamment par les territoires d'outre-mer, où l'obésité est plus importante qu'en métropole. Là aussi, on retrouve le gradient socio-économique. Et donc, vous voyez que dans les DOM et les territoires d'outre-mer, en fait, c'est 22,4% d'obésité. Les seniors, c'est un petit peu moins que la moyenne nationale, mais encore que c'est plutôt sur les 65-69 ans quand même où il y a une grosse part d'obésité. Et donc ça, ce sont des adultes qui vont avancer en âge. Vous êtes confrontés aux problèmes gériatriques. Et du coup, gériatrie plus obésité, ça complexifie les parcours pour ces patients-là. C'est moins une problématique chez les sujets très âgés, où là, c'est plus la dénutrition qui va être souvent au premier plan. Alors pourquoi on parle de maladie, hein, d'obésité? Parce que
déjà, l'obésité, ça augmente la mortalité. Je vous ai mis juste 2 planches à ce sujet. Donc, vous avez les courbes en J qui sont assez caractéristiques, qui vous montrent en fait, pour la femme à gauche et l'homme à droite, que quel que soit l'âge, on voit que pour des IMC autour de 25, c'est là où le taux de mortalité va être le plus faible, et c'est comme ça qu'on définit la corpulence normale. Et plus on va augmenter dans l'IMC, plus la mortalité augmente. Pareil, plus on va vers la dénutrition, plus la mortalité augmente. Donc il y a un poids en fait sur lequel la mortalité est la plus faible, et les extrêmes de chaque côté augmentent le risque de mortalité. Une autre manière de le montrer, c'est cette étude qui montre en fait, qui regarde les choses un peu différemment, qui montre un peu le nombre d'années de vie perdues en fonction de l'IMC à l'âge où on a cet IMC. Donc, il y a les hommes en haut, les femmes en bas. Si on prend par exemple un exemple, alors les flèches, elles ne vont pas jusqu'au bout, mais vous voyez quelqu'un qui a 20 ans, un IMC au-delà de 45, eh ben, il perd 12 années de vie, 12 années d'espérance de vie. D'accord? Quelqu'un qui a un IMC à 40, à un âge relativement jeune, autour de 20 ans, bah, il perd 6 années de vie. Et chez les femmes, pareil, on retrouve, voilà, c'est comme ça qu'on lit le graphique. Donc c'est un véritable enjeu. Et c'est pour ça que bah, y a des prises en charge médicales de l'obésité et qu'elles sont souvent très complexes. Juste une slide pour rappeler les complications de l'obésité. Elles vont toucher beaucoup elles ont des conséquences somatiques très larges, mais également psychologiques. Donc, je ne vais pas tout détailler parce que ce n'est pas le sujet aujourd'hui, hein. On pourra y revenir, mais voilà, des complications cardiovasculaires avec tous les, que ce soit vasculaire cérébrale, cardiaque, des complications métaboliques, le diabète, le cholestérol, le retentissement hépatique, des conséquences respiratoires, notamment le syndrome d'apnée du sommeil, des conséquences locomotrices avec tout ce qui est arthrose, des conséquences endocriniennes, notamment sur la fertilité chez la femme, les troubles des cycles, des conséquences digestives. Il faut savoir, souvent les gens sont assez surpris, les patients, quand on leur dit, mais il y a un surrisque de cancer chez les patients obèses, notamment le cancer colorectal et le cancer du sein chez la femme. Et souvent, ce sont des populations qui vont moins vers les soins, notamment les femmes, vers les soins gynécologiques, parce que y a aussi une grossophobie et une peur du jugement. Donc, souvent, des diagnostics qui peuvent être un peu tardifs, des conséquences cutanées qui peuvent impacter sur la qualité de vie, des conséquences rénales, les conséquences psychosociales qui sont majeures, et puis plein d'autres complications. Voilà, pour les dernières, les infections, notamment le Covid, qui a plus impacté les sujets obèses avec une gravité majorée. Alors, dans ce contexte, en fait, il y a eu pas mal de nouvelles recommandations là, sur les 2 dernières années. Donc, les nouvelles recommandations sur l'obésité de 2e et 3e niveau sont parues en juin 2022. Et juste à la suite, début 2023, est sorti ce guide du parcours de soins pour l'obésité de l'adulte. Il y a également un guide pour les enfants. Et là, dernièrement, donc en février 2024, il y a la suite de puisque vous voyez là sur l'obésité de l'adulte prise en charge de 2e et 3e niveau, tout en petit, je ne sais pas si vous le voyez, il y a marqué partie 1, prise en charge médicale. Et la partie 2, c'est la prise en charge chirurgicale qui est sortie en février 2024. Moi, j'ai eu l'occasion de participer dans la commission de la HAS, donc je faisais partie des groupes de travail de ces 2 recommandations. Et donc, c'était très intéressant. Ce qui a un petit peu changé, c'est que on a défini des niveaux de prise en charge et puis une manière de grader l'obésité qui est différente, qui ne se limite pas que à l'IMC. Et ça, c'est très important. Donc, pour reprendre les niveaux de prise en charge, c'est les niveaux assez classiques, niveau 1, niveau 2, niveau 3. Donc, au niveau des DAC, j'imagine que vous êtes plus concernés par les patients relevant des niveaux 3, voire 2, parce que parfois, il y a des situations de complexité. Le niveau 1, ça va être les patients qui vont être pris en charge par la proximité, le médecin généraliste, et puis tous les paramédicaux libéraux qui peuvent travailler autour. Le niveau 2, souvent, il y a recours à un médecin spécialiste de l'obésité, un nutritionniste,
Et il y a aussi parfois du lien avec des soins SMR. Et puis le niveau 3, bah, c'est le centre spécialisé obésité ou les CHU, en lien aussi avec des SMR experts, donc qui prennent en charge des obésités sévères. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les patients, ils ne sont pas enfermés dans un niveau et que l'objectif, c'est qu'on arrive à redescendre vers une prise en charge de proximité. Voilà, c'est un peu ça l'idée. On a voulu aussi, au sein de ces recommandations, mettre l'accent sur la prise en charge psy. Malheureusement, le bémol, c'est que quand même sur des prises en charge de niveau 1, eh ben, les paramédicaux ne sont pas remboursés, notamment la diète, la psy, l'APA. Et on l'a dit au début, ce sont des populations qui sont souvent précaires, et donc l'accès à des soins de qualité est difficile, parce qu'en fait, les patients, ils ne sont pas pris en charge, donc ils ne vont pas aller voir ni une psychologue, ni une diététicienne, parce que ben, ça peut revenir cher et dans ces budgets-là, ça ne passe pas. Alors, pour dire de quel niveau relève le patient, en fait, on va tenir compte de 7 paramètres. C'est les paramètres de phénotypage. Donc ça, c'est un petit peu complexe. Je vais prendre un peu le temps de le détailler sans rentrer forcément dans tous les aspects. Mais évidemment, l'IMC va être un premier point d'appel pour définir que le patient est en obésité. Mais ensuite, ce n'est pas le seul paramètre de sévérité. Et vous voyez qu'on a listé 6 autres paramètres qui sont le retentissement médical, le retentissement fonctionnel et sur la qualité de vie, les troubles psychologiques et psychopathologiques et ou cognitifs ou troubles du comportement, l'étiologie de l'obésité, le comportement alimentaire et la trajectoire pondérale. Ce qui est important aussi, c'est qu'il suffit d'avoir une de ces catégories impactées pour rentrer dans le niveau de prise en charge. Autrement dit, un patient qui aurait par exemple un IMC à 32, donc qui est plutôt grade 1, mais si ce patient-là a une complexité par exemple sur le point 4 avec des troubles du comportement alimentaire, ce patient il va peut-être basculer dans un niveau 3 de prise en charge. Par contre, je vous prends à l'inverse un patient qui aurait un IMC à 45, mais qui n'a pas de retentissement sur les autres choses, qui n'est pas complexe, à ce moment-là, il pourra relever d'un niveau 1. Voilà, donc c'est pour vous faire bien la différence que l'IMC seul ne suffit pas à stader le patient et à définir le niveau de prise en charge. Il y a d'autres paramètres, et ça c'est le rôle, c'est notre rôle notamment en nutrition, d'évaluer en fait la complexité du patient. Donc, si ensuite on rentre dans le détail du tableau, donc le stade de sévérité 1, il est décliné en 1A, 1B. 1, c'est des patients qui ont des obésités peu sévères avec pas de retentissement sur les autres paramètres. 1B, ce sont des anomalies débutantes, globalement, dans chaque catégorie, avec des atteintes modérées ou en tout cas bien contrôlées, qui ne posent pas de soucis. Sur le comportement alimentaire, ce sont des patients qui peuvent avoir une impulsivité, mais pas au sens trouble du comportement alimentaire de type binge, voilà, des choses comme ça. Le niveau 2, donc, ça complexifie un petit peu avec des altérations, un retentissement médical un petit peu plus marqué, un impact sur la qualité de vie plus important, peut-être des pathologies psychiatriques sous-jacentes, des traumatismes de vie, des trajectoires pondérales un petit peu plus complexes avec des rebonds pondéraux, des échecs de prise en charge antérieure. Voilà, donc tous ces patients-là vont relever plutôt d'un niveau 2. Et puis le niveau 3, ça sera vraiment les patients les plus complexes, ceux qui vont avoir une perte d'autonomie, pouvant aller jusqu'au 3B avec des IMC importants et surtout un périmètre de marche, voire une perte d'autonomie, une crabatisation à domicile. Et donc ça, c'est vraiment les patients qui posent souci, à la fois pour la proximité et à la fois pour nous en centre spécialisé, parce que c'est compliqué de faire le lien avec la proximité et comment on peut articuler les prises en charge. Rentrent aussi dans cette catégorie tous les patients qui ont des obésités sévères depuis l'enfance. Et donc là, ça rejoint un peu la pédiatrie avec les obésités syndromiques. Et donc, des patients qui ont des types des syndromes de Prader-Willi, il y en a d'autres, hein, mais voilà. Donc, ça peut être ça. Et puis, ça va être tous les patients qui vont être en échec de chirurgie bariatrique ou en échec de prise en charge bien conduite sur les niveaux antérieurs. Voilà. Donc ça, c'était un peu un résumé ultra rapide des recommandations
de prise en charge de l'obésité. Et donc vraiment, ça c'est un petit peu nouveau, hein, ça n'était pas dans les précédentes recommandations, c'est de dire, voilà, ce qui est important, c'est d'abord de phénotyper le patient, d'essayer de grader cette sévérité de l'obésité, et ensuite à cette sévérité d'associer un niveau de recours adapté à ce patient. Ensuite viennent les recommandations sur les parcours de soins. Donc, c'est un gros document également. Alors, celui-là, je n'y ai pas participé dans l'élaboration, mais j'ai participé à la relecture. Donc, évidemment, il s'appuie sur les recommandations dont on vient de parler. Et l'objectif, c'est vraiment de décrire ce juste enchaînement des différentes compétences professionnelles en fonction des besoins qui ont été évalués. Donc, c'est là où c'est toute la difficulté, c'est ce qui répond à la mission un peu de maillage territorial et de bien articuler les ressources. Alors, le parcours de niveau 1, je vais le passer vite parce que ce n'est pas forcément celui sur lequel vous allez être impliqué, mais c'est les obésités non complexes. Le coordonnateur, c'est le médecin généraliste qui peut s'appuyer aussi sur les infirmiers de pratique avancée, les infirmières azalées. Et donc, c'est voilà, tous les intervenants avec le bémol dont je vous ai parlé, qui est le fait qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas pris en charge. L'objectif, c'est d'arrêter la prise de poids, d'éventuellement aller vers une perte de poids progressive et surtout de stabiliser en maintenant la masse musculaire. Donc, c'est une stratégie évidemment au long cours, puisque je vous ai dit, c'est une pathologie chronique. Et donc, la première étape, c'est d'identifier les besoins au moyen d'une consultation médicale, éventuellement en s'appuyant sur les compétences infirmières, et puis d'accompagner le patient avec des ressources locales. Ah. Alors, dans les ressources locales, nous, on a un site internet. Alors, je vous ai mis là, j'ai peut-être pas le temps de vous le montrer, mais on a donc un site internet quand vous tapez sur Google Centre intégré de l'obésité, enfin, de toute manière, il est sur le mind map, où on essaye de lister les ressources de soins, là, en l'occurrence sur l'adulte, voilà, par catégorie. Et donc, l'idée, c'est d'aller fouiller aussi et de trouver ces ressources. Parcours de niveau 2, donc obésité complexe. Le coordonnateur du patient, ça va être le médecin traitant associé au médecin spécialiste de l'obésité. Ça peut être dans le public, dans le privé, en ambulatoire, dans des centres un peu spécialisés. Et puis, on s'appuie beaucoup à ce niveau-là sur les SMR spécialisés. Pour les patients, ils font souvent des séjours en centre de 3 semaines. Mais l'idée, c'est toujours de revenir vers une prise en charge de proximité. L'obésité complexe, il va falloir définir et personnaliser la perte de poids par une évaluation multidimensionnelle, hein, c'est toujours multiprofessionnel, les évaluations d'obésité. Donc là, je vous ai mis quelques exemples de ce qu'on fait, mais pas que centré sur le CHU, évidemment. Donc, nous, on a des bilans obésité en hôpital de jour, mais il y en a à la clinique Pasteur, il y en a à la clinique Croix-du-Sud, il y en a à la clinique des Cèdres, voilà. Il y a plusieurs cliniques qui sont organisées pour pouvoir proposer cette évaluation chez ces patients. Évidemment, il y a les aspects médicaux, hein, c'est-à-dire quand on fait le retentissement, de savoir quel est le retentissement et de le traiter, et puis de développer une stratégie pour prévenir la reprise de poids. Et donc, ça suppose de la coordination entre professionnels et des RCP. Bien sûr, il y a une place importante pour l'éducation thérapeutique du patient, et ça, c'est à toutes les étapes du parcours. L'évaluation multidimensionnelle, je vais passer un peu vite parce que je vois que l'heure tourne, et si on veut avoir un peu un temps d'échange, ça serait dommage. Et enfin, l'obésité complexe. Alors, pardon, je suis toujours sur le niveau 2. Donc, les séjours en SMR, j'en ai parlé. Sur la région Occitanie, il y a 3 SMR un petit peu labellisés obésité que peut-être vous connaissez. Il y a la clinique de Cahuzac, donc ça, c'est plutôt à l'opposé du Gers, donc c'est plutôt vers Revel. Il y a Bondigou, peut-être que vous connaissez, et Salis-du-Salade qui dépend du CHU. À ce stade-là, on peut avoir des projets de chirurgie bariatrique, ça peut être au CHU, mais également en clinique avec des parcours spécifiques. Dans le guide des parcours de soins, ce qu'il est noté, c'est que la consultation médicale, elle doit se faire mensuellement pendant 1 à 2 ans. En pratique, je vous le dis tout de suite, c'est compliqué. C'est très très difficile parce qu'on n'a pas ce temps-là. Et donc, c'est pour ça qu'il faut aussi s'appuyer sur les ressources de proximité pour pouvoir faire une alternance entre médecins traitants et médecins spécialistes. Enfin, l'obésité très complexe. Donc là, c'est plutôt des patients qui relèvent du niveau 3 et donc du CSO ou des CHU qui ne seraient pas CSO. Ça, je parle pour la France en général. On s'appuie sur les SMR spécialisés
et il faut toujours être en lien avec les professionnels de proximité. L'objectif, c'est déjà de rompre le cercle vicieux d'aggravation de l'obésité et des maladies qui sont associées. Il faut hiérarchiser les objectifs parce que souvent, c'est des patients qui ont beaucoup de problématiques médicales, psychologiques, sociales, et donc on ne peut pas tout prendre de front. On peut s'aider aujourd'hui de traitements médicamenteux et éventuellement de la chirurgie dans certains cas pour aider sur le poids. Mais voilà, c'est quand même quelque chose de souvent très complexe. Et donc, ces évaluations, elles sont beaucoup plus longues, beaucoup plus fournies, répétées dans le temps. Il y a des examens complémentaires et ça suppose aussi de partager au moyen de RCP, de personnaliser les objectifs de prise en charge et à distance de prévenir la reprise de poids. Et donc, c'est là où nous, ou moi, mais peut-être justement on pourra le discuter, peut se positionner le lien avec les DAC. Il y a aussi dans le document, donc ça c'est cité dans le document du parcours, que les DAC interviennent justement sur ces complexités. Il y a aussi le terme de référent de proximité qui est employé à plusieurs reprises. Aujourd'hui, on ne sait pas vraiment ce que c'est ce référent de proximité. Est-ce que c'est un infirmier de pratique avancée? Est-ce que c'est quelqu'un au sein d'une maison de santé pluriprofessionnelle? Voilà, le référent de proximité, il est défini comme quelqu'un qui va accompagner le parcours du patient, repérer les ruptures de parcours et aider le patient dans sa prise en charge. Donc ça reste un petit peu flou aujourd'hui. Voilà, ça peut être aussi donc, des patients qui vont devoir faire des séjours plus longs, plus répétés en SMR et toujours le TP qui reste quand même au centre de la prise en charge. Je vais passer très vite parce que là, c'était juste les DAC que vous connaissez puisque c'est vous. Mais voilà, ce que moi j'avais compris, et peut-être justement ça sera l'objet de l'échange, c'est que l'idée c'était d'accompagner ces parcours complexes avec des missions d'information, d'orientation et dans certaines situations d'appui à la prise en charge. Et je crois que j'ai fini. Voilà. Donc, vous êtes à l'interface en fait de plusieurs professionnels et l'idée c'est d'apporter ces réponses un peu globales et coordonnées. Alors, nous d'expérience, on travaille assez régulièrement avec DAC 31 parce que c'est la proximité, c'est le département et donc on a les patients surtout de là. Aussi parce qu'on avait une antériorité avec le réseau précédent qui était le réseau Reliance. On a formé des gens du DAC 31 qui sont venus faire le DU d'obésité. Voilà, donc c'est vrai qu'on a des liens qui se font assez facilement. Et voilà, donc l'idée, c'est un peu aussi de partager avec d'autres territoires un petit peu ces modalités de fonctionnement. Et j'ai fini. Alors non, ça, je passe. Ah oui, pardon, c'était, voilà, quand on est en échec, il faut réévaluer, reconsidérer les choses. Et les messages clés, je passe. Je voulais vous remercier et aussi vous dire, on organise chaque année une journée territoriale de l'obésité. Et donc la prochaine sera en décembre 2024. On l'a fait à l'hôpital Purpan. Et donc vous êtes les bienvenus si vous souhaitez y participer. Voilà, j'enverrai les informations à chaque fois aux responsables des DAC pour diffuser les informations pour les inscriptions. Voilà, je vous laisse la parole. J'espère que je n'ai pas été trop longue. Non, c'était parfait. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a tout de suite des réactions, des questions? C'est le moment pour la présentation. Allez, on vous écoute. Oui, bonjour. Donc, Laure Langlais, je suis diététicienne en cabinet libéral. Donc là, j'ai vu qu'il y avait des parcours ou en tout cas des prises en charge, mais qui étaient très ciblés hôpital et surtout hôpital Toulouse. Moi, je sais que je suis forcément des patients en situation d'obésité, mais si concrètement je les envoie chez vous, quelle sera la valeur ajoutée? Je ne sais pas trop comment le dire, c'est-à-dire qu'est-ce qui… Nous, ce qu'on va avoir, c'est les plus complexes, effectivement. Donc, ça dépend, en fait. La première étape, c'est effectivement d'évaluer, en fait, le patient
le niveau de sévérité et sur quel recours en fait. Donc peut-être si c'est un niveau 1, il reste pris en charge localement, d'où l'intérêt aussi de développer le réseau local, de coordonner les actions. Si le patient est complexe, alors c'est vrai que sur le GERS, on a quelques correspondants endocrinos, mais le maillage territorial, il n'est pas encore très important. Donc effectivement, C'est sur la problématique. Moi, des je pensais à quelqu'un situations, qui a des... Ouais, des situations très complexes, effectivement, on est amené à avoir ces patients. Après, la difficulté, c'est ensuite comment refaire le lien, puisque le patient, il va retourner chez lui avec les ressources de proximité. Ça, c'est un des rôles du centre spécialisé obésité, hein. C'est notre mission numéro 2, de mailler le territoire, et c'est le plus difficile, évidemment. Donc, effectivement, souvent, les DAC, ils ont une bonne connaissance du terrain aussi, et c'est ce qui permet aussi de s'appuyer quand on fait ces relais-là, voilà, d'essayer d'enrichir le répertoire de ressources et de pouvoir travailler là-dessus. Mais parfois, oui, nous, on peut venir en appui ou en expertise pour dire, voilà, ce patient, on l'a évalué, il est évalué de manière systématique par diète, psycho, médecin. On essaye de faire une synthèse et de dégager un petit peu les pistes de projets de soins. d'accord. Mais par contre, effectivement, on ne peut pas assurer le suivi. Voilà, c'est la difficulté. Sauf les cas très complexes, voilà, où ceux-là, effectivement, ils relèvent, voilà, ou si on va vers de la chirurgie, si c'est des traitements médicamenteux, effectivement, on va les suivre un certain temps. Voilà. Ok. Très bien. Il y avait Merci. d'autres mains levées. Élodie Olebec. Oui, bonjour. Élodie Holbeck, donc je suis la chargée de projet du DAC 65. Donc je voudrais pas emboliser la réunion du 32 et laisser plutôt les professionnels du 32 s'exprimer, mais juste pour me présenter, parce que nous, dans le 65, on n'a pas vraiment de lien au niveau du DAC avec vos services. Donc peut-être, enfin, s'il y a des besoins. Chez nous, dans le 65, les professionnels de terrain nous ont pas exprimé et on travaille en fonction de ce que les professionnels nous expriment. Donc voilà. Mais toutefois, je voulais me présenter parce que s'il peut y avoir après des liens et de la construction de réseau, bien sûr qu'on est preneur. Ouais. Je ne sais pas si vous aviez été contacté peut-être par ma collègue, le docteur Graya, c'est elle qui avait fait un petit peu toute cette démarche de contacter DAC après DAC, mais je sais qu'il y a une ou deux DAC qu'on n'avait pas réussi. C'était l'an dernier. Et c'était au Ouais, moment où les DAC commençaient à se mettre en route. Donc, voilà. voilà, l'idée, c'est vraiment d'essayer de travailler ensemble. Ensuite, c'est vrai que sur le 65, on a été, donc il n'y a pas très longtemps, sur Tarbes et Lourdes. Euh, et on a des bons relais, en tout cas sur le plan médical. On travaille très facilement avec ces hôpitaux-là. Donc, Ouais. effectivement, peut-être c'est plus peut-être par eux que vous serez sollicité, mais nous, on a quand même pas mal de patients du 65 voilà, qu'on essaye voilà, après de travailler sur la proximité. Donc, Ouais. Moi, j'ai l'impression que les professionnels, effectivement, se débrouillent bien avec vous directement et ça passe pas par le DAC. Finalement, c'est pas plus mal si. Mais bon, oui, voilà. voilà, Juste dire, on est effectivement. là s'il y a besoin. Donc, C'est voilà. effectivement, nous, si on a des ressources et que, voilà, mais c'est vraiment dans des situations un petit peu complexes ou, voilà, parfois, ou quand on connaît pas bien les ressources locales, comme dans Voilà. certains territoires où c'est plus Mm. difficile, ouais, tout à fait. Ok, merci. Gaëlle Poudès, tu voulais réagir? Oui, bonjour, docteur Estrade. Bonjour. Du coup, coordinatrice de la CPTS de la Ténarèse, moi je travaille avec les médecins libéraux. La grande question, c'est est-ce que justement on a un patient en obésité morbide à domicile, on ne peut pas le déplacer, des gros soucis là-dessus. Est-ce que, il y a de la télé-expertise ou téléconsultation à distance? Enfin, quelque chose qui peut, télé-expertise pour aider nos médecins, qui sont les Mm. premières lignes. Et derrière, si le patient a besoin de plus, est-ce que ça peut commencer par de la téléconsulte au lieu de délocaliser directement, sachant que c'est compliqué? Ou est-ce qu'il y a des dispositifs comme ça pour les pros et pour Alors, les patients aujourd'hui, non. Nous, on n'a pas été encore confrontés à ce type de situation, mais voilà, je sais qu'à Montpellier, euh, l'équipe du CSO de Montpellier a été amenée quelquefois à se déplacer. Ok. Mais nous, en tout cas, on n'est pas suffisamment dimensionné on n'a pas les ressources. Euh, Néanmoins, bien sûr que quand les médecins sont confrontés à une situation complexe et qu'ils ne savent pas, alors en général, soit ils nous envoient un message, un mail, etc., en disant voilà, on a une situation, et à ce moment-là, effectivement, dans un premier temps, peut-être on prend contact avec le médecin pour un peu cibler les enjeux, proposer quelque chose. Ça,
ça arrive très régulièrement, où on est sollicité. Donc, soit, effectivement, on propose une première prise en charge et puis après, on les prend. Néanmoins, quand même, pour les obésités très sévères avec des difficultés où les patients ne peuvent pas sortir de chez eux, etc., il y a une première étape, mais souvent, c'est malgré tout des gens qu'il va falloir qu'on voit en milieu hospitalier parce que souvent, il faut faire un bilan quand même un peu médical et qui ne peut pas se faire à domicile. Voilà, on peut faire du débrouillage à domicile, mais à un moment, il faut avoir peut-être un peu de temps et plusieurs jours pour faire le point. Donc ça peut arriver, mais effectivement, ça se prépare. Par contre, voilà, ce qui est important, c'est que, sauf urgence médicale, mais du coup, c'est pas nous qui les voyons. Nous, on est vraiment notre position, c'est vraiment de voir les patients pour leur obésité. On va pas prendre, par exemple, je vous prends l'exemple de, je sais pas moi, le patient qui décompense à la maison parce qu'il fait une insuffisance cardiaque ou parce qu'il a une pneumopathie. Il va pas aller dans notre service parce que nous, on n'est pas pneumologue, on n'est pas cardiologue. On ne fait pas le soin du patient obèse. On prend en charge l'obésité. Donc, effectivement, nous, les patients qu'on voit, en fait, c'est des hospitalisations programmées. Ça veut dire qu'on l'a anticipé en amont, on a prévu les examens qu'on allait faire. Et du coup, justement, voilà, ça peut se préparer avec le médecin en disant, voilà, telle période, ça serait pas mal, on pourrait faire ci, ça. Et c'est organisé. Et éventuellement, parfois même, on se coordonne déjà en amont avec le centre, le SMR. Donc souvent, c'est Bondigou, c'est eux qui prennent en charge quand même ces obésités très sévères. On a quand même beaucoup de chance en Occitanie de les avoir, parce que je fais partie d'une commission nationale sur les obésités très complexes. Et ils sont très jaloux, parce qu'eux, ils ont des difficultés justement pour ces patients très sévères qui sont en perte d'autonomie. Et nous, on a la chance d'avoir quand même la clinique de Bondigou qui peut accueillir ces patients, qui a le matériel pour, le personnel pour. Et donc ça, c'est pas si fréquent que ça en France. Donc parfois, ce qu'on arrive à faire, c'est effectivement ces patients-là, ils transitent par chez nous quelques jours et puis ils vont en relais à Bondigou. Mais bien sûr, ça, c'est pas quelque chose qui se fait d'une semaine sur l'autre. Vous voyez, il y a de la préparation en amont. Mais voilà, c'est tout le lien qu'on peut avoir justement avec les DAC, avec voilà, c'est des choses qui peuvent se préparer, oui. Ok, merci. Merci pour cette question. Élodie, du DAC 32, tu as une question peut-être. Ah, on ne vous entend pas. Je n'ai pas le micro. Bonjour. Du coup, comment ça s'organise pour rentrer en contact avec vous? Alors, ça peut être par mail. Donc, les mails du CHU, mon nom c'est Estrade, donc c'est estrade.a@chu-toulouse.fr. Sinon, il y a le secrétariat. Alors, la secrétaire, en fait, elle prend en demande toutes les demandes de première fois. Et ensuite, elle se met en contact avec le patient et elle demande au patient de remplir un questionnaire. Quand c'est une demande du patient, hein, bien sûr. Si c'est une question médicale, il vaut mieux que ce soit un médecin qui écrive. Et donc, ça peut être sur mon mail ou quelqu'un d'autre de l'équipe. Et on essaye de voir de médecin à médecin. Quand c'est un patient qui demande, évidemment, je ne vais pas recevoir toutes les demandes des patients, ce n'est pas possible. Donc à ce moment-là, ça passe par le secrétariat. La secrétaire, en fait, elle envoie un questionnaire au patient qui va remplir et en fonction un petit peu de ce screening, quelque part, on va prioriser la consultation avec des délais qui sont malgré tout un peu longs et sur des niveaux qu'on considère pas de recours, à ce moment-là, on essaye quand même de les réorienter sur la proximité parce que les délais vont être trop longs. D'accord? Et c'est quoi les délais justement? Alors, sur des consultations première fois, on peut être sur du 2 mois si c'est urgent, vous voyez, s'il y a une problématique, voilà. Mais sinon, ça va être 5-6 mois. Là, par exemple, on est au mois de juin, je pense que les consultations première fois, en fonction des médecins, hein, c'est pas tous pareil, mais on doit être sur du novembre. Ouais. Et donc, le numéro de Martine, en l'occurrence, c'est 05 61 32 30 57. Ça, c'est un numéro que vous pouvez donner aux patients. Et ensuite, elle propose ce questionnaire qui peut être rempli aussi avec l'aide du médecin ou d'une infirmière quand les patients ils sont
en difficulté pour le faire, ça, il n'y a pas de problème. Ça peut être accompagné d'un courrier médical aussi pour appuyer la demande. Et voilà. Alors, excusez-moi, je vous ai dit le 2,30,57, mais sinon, c'est le 2,27,86 plutôt. Le 30,57, c'est l'accueil de consultation générale. Mais pour les premières fois, c'est mieux le 2,27,86. Enfin, il y a les deux numéros. Enfin, vous aurez la même réponse aux deux numéros, mais... Eh bien, merci, j'ai mis les coordonnées, si je ne me suis pas trompée, sur la conversation de la réunion. Est-ce qu'il y avait d'autres questions par rapport à la présentation et le parcours obésité de manière plus générale? Je vais maintenant prendre la main pour vous présenter un outil qui a été développé avec les acteurs de territoire. Historiquement, en fait, c'était une demande qui avait été faite par les infirmières Azalée. Donc, comme toute demande qui émane des professionnels au DAC, on s'en saisit, on propose un groupe de travail et après, on met en place un outil pour proposer une réponse. À la coordination de la réalisation de la carte mentale, c'était Gaëlle Poudès qui était aux commandes à ce moment-là. Est-ce que peut-être tu veux nous faire un petit rappel historique de comment s'est monté le groupe de travail, de qui il était composé, etc. Oui. Après, ça fait 1 an qu'elle a été montée, si je me souviens bien. Du coup, oui, c'était une demande d'infirmière Azalée et de la PMI qui souhaitaient savoir comment orienter un patient en situation de surpoids ou d'obésité, quelle structure il y avait sur le département et quels étaient les relais en fait. Donc du coup, on avait monté un groupe de travail en avril 2023, je pense, le premier, et on s'était rapproché donc du docteur Estrade. Il y avait la Séro pour Repop, quoi, pour ceux qui connaissent Repop, la Séro pour le côté enfance. Il y avait la PMI. Est-ce qu'il y avait l'hôpital d'Auch? Je pense qu'on avait convié l'hôpital d'Auch, mais je me rappelle plus trop s'ils étaient là. Il y avait la nutritionniste de Prégnant, représentée par son Azalée. Et en fait, avec tous ces acteurs-là, il a été monté un outil et qui derrière a été mis à jour, ou je sais pas, mais en tout cas, voilà, le but c'était de recenser tout ce qui existe et que derrière cet outil soit accessible à tous les professionnels du territoire. Juste pour rassurer les diététiciennes libérales, c'est un outil qui recense les dispositifs de droit commun. C'est-à-dire qu'il y aura pas, vous verrez, il n'y a pas les diététiciennes de cité, si je me trompe pas, parce qu'en fait, on est parti sur tout ce qui existe de droit commun et à chaque fois qu'on monte un outil parcours, qu'on le montait avec le DAC, c'était tout ce qui était de droit commun. Donc, bien sûr qu'il y a des diététiciennes sont des relais pour ces parcours-là, mais en tout cas, sur cet outil-là, on n'a mis que les dispositifs de droit commun. Voilà. Docteur Estrade, je pense que j'ai rien oublié. Oui, non, tout à fait. Effectivement, peut-être pour rebondir là-dessus, puisque tout à l'heure, il y a une diététicienne, je crois, libérale qui est intervenue. Nous, sur le site internet du Centre intégré de l'obésité, on référence des diététiciens, des libéraux, psychologues qui souhaitent prendre en charge les patients en obésité. Pour ça, en fait, on fait signer une charte en fait avec le centre intégré. L'idée, alors pour l'instant, ça serait de développer des formations pour avoir plus de liens, mais actuellement, c'est un peu compliqué aussi de l'organiser en termes de temps, etc. Mais du coup, c'est un petit appel puisque dans le Gers, pour l'instant, je n'en ai que 2 référencées et dont une qui n'est pas vraiment du Gers puisqu'elle est sur R-sur-Adour dans le 40 000. Donc, voilà, si jamais vous êtes intéressé pour faire partie du listing, parce que nous, ça nous permet aussi parfois quand on a des patients qui viennent un peu de loin de dire, bah voilà, cette diététicienne, elle a signé notre charte, donc déjà, elle témoigne d'un intérêt pour l'obésité, etc. Et ça nous permet aussi de pouvoir donner des contacts, éventuellement que les patients puissent être accompagnés près de chez eux. Donc voilà, donc c'était juste pour faire passer ce petit message. Effectivement, pour revenir sur la carte mentale,
je me rappelle qu'on avait fait 2, 3 réunions, enfin je sais plus, mais plusieurs, et c'était plutôt assez dynamique. On avait essayé de construire un petit peu au fil de l'eau. Donc il y avait une partie avec plutôt de l'information, des connaissances, et puis après des outils plus concrets avec des dispositifs existants. Merci pour cette petite introduction. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien mon écran. Justement, je vais pouvoir vous présenter un peu comment, comment se présente la carte mentale. Tout le monde voit mon écran? Bon, super. Oui, Alors, là, je suis sur le site du DAC. C'est juste pour vous montrer où sera hébergée suite au webinaire la carte mentale. Il y a un espace professionnel. Donc là, c'est la page principale. Il y a une rubrique espace pro sur le côté droit. Et donc là, vous avez pareil une rubrique avec les outils pour les professionnels. L'espace pro, en fait, il faut avoir créer un compte au DAC. Ça prend 5 minutes. Avec pour renseigner votre profession, vos coordonnées, et puis vous pouvez avoir accès en fait à une multitude d'outils à destination des professionnels du territoire. Et donc il y a une rubrique là qui s'intitule Carte mentale et parcours de santé. Donc c'est là où sera hébergée la carte, mais on vous enverra le lien direct. Et donc là, c'est des parcours qui ont été travaillés avec des ressources et des données qui peuvent en tout cas vous faciliter la lisibilité sur ces parcours-là. Donc, je reviens sur Lala. Donc, la carte mentale, c'est un outil qui se présente. Alors, lorsqu'il est déployé, c'est à peu près ce que ça représente. L'idée, c'est d'avoir en fait à chaque fois des branches qui vous permettent d'accéder à des liens, des ressources, des documents pour favoriser donc là le parcours obésité de l'enfant et de l'adulte. Donc la question c'est vraiment j'ai besoin qu'on se pose, et donc si je fais un petit zoom ici, donc vous avez par exemple ici j'ai besoin de m'informer sur l'obésité. Et donc, lorsqu'on déploie les branches, vous allez avoir, par exemple, des ressources autour de la prévention. Là, la feuille de route de prise en charge des personnes en situation d'obésité. Vous pouvez aussi avoir de la ressource sur le dépistage et prise en charge. Et donc, à chaque fois, au bout, en fait, de la rubrique, vous allez avoir là, si je prends par exemple obésité pédiatrique, bibliographie de créaillé ORS Occitanie, lorsque vous cliquez sur la petite pièce jointe, hop, vous avez le lien direct vers la ressource. Voilà. Donc l'idée, c'était d'avoir un espace où toutes les ressources pouvaient être regroupées et que vous puissiez, en déroulant en fait les petites branches, avoir l'information que vous recherchez. Donc là, ça a été présenté avec les principaux besoins, donc de m'informer sur l'obésité, de prévenir l'obésité, d'être appuyé et ou formé, d'identifier la surcharge pondérale, mais aussi, et aussi, par exemple, ici, de prendre en charge l'obésité. Donc là, c'est vraiment le parcours, on va dire, de prise en charge. Si je déroule, vous allez avoir une partie sur l'obésité pédiatrique, avec quelques modifications qu'on va apporter via le Séro Occitanie. Donc là, les partenaires, en tout cas les ressources qui sont identifiées pour la prise en charge au niveau pédiatrique. Ici, c'est plutôt sur le parcours, enfin l'obésité adulte. Donc vous avez toujours la porte d'entrée, comme disait le docteur Estrade, c'est le médecin traitant là. Mais vous avez aussi identifié les infirmières azalées avec du coup là pour le GERS, des infirmières. Donc voilà, après c'est pareil, on a aussi une ligne là par exemple sur le soutien psychologique, donc c'est des ressources aussi autres qui peuvent aussi aider pour la prise en charge, et vous en tant que professionnel du territoire, vous allez pouvoir aussi rediriger directement les personnes vers, là pour le coup c'est une ligne d'écoute ou alors les dispositifs de soutien psychologique. Après, au niveau des ressources vraiment locales, vous allez en retrouver quelques-unes, notamment là sur l'axe prévention, avec la cité le Follet 32 par exemple. Donc, on a essayé au maximum d'avoir des ressources aussi de territoire, mais c'est vrai que pour le coup, là, pour ce parcours, on a quand même beaucoup de ressources qui sont issues du national ou alors de l'Occitanie.
Donc voilà un petit peu comment ça fonctionne. Après, l'objectif, c'est vraiment que vous vous en saisissiez de cet outil et que vous puissiez l'utiliser en fonction du besoin au moment de l'accompagnement de la personne. Mais voilà, c'est en tout cas sur ça que vous pouvez vous appuyer. C'est un outil qui est non exhaustif, donc l'idée c'est de pouvoir aussi l'améliorer au fur et à mesure. Donc là, c'est issu d'un travail avec un groupe de travail qui a été formé, mais c'est des outils qui sont utiles et efficaces lorsqu'ils sont actualisés. Donc là, ça fait 1 an que cette carte mentale a été proposée. Bon, j'ai refait le tour pour remettre à jour, mais en tout cas, le but, c'est de pouvoir nourrir la carte mentale au fur et à mesure. Euh, S'il y a des nouvelles ressources qui sont présentes sur le territoire, l'idée, c'est vraiment de pouvoir les regrouper ici. Donc voilà, l'objectif, c'est que les professionnels s'en saisissent pour l'améliorer au fur et à mesure. Est-ce qu'il y a des questions sur l'utilisation justement de la carte mentale? Moi, je voulais juste faire une petite remarque, peut-être. C'est Oui. à nouveau le docteur Estrade, j'avais coupé ma caméra. Mhm. Moi, j'avais bien aimé, enfin, je trouvais que c'était chouette comme outil. Donc, effectivement, après, je ne sais pas l'usage, ce qu'il en est. Et du coup, là, comme vous avez fait quand même un gros boulot, DAC 32, qui a des ressources un petit peu communes à l'Occitanie, euh, je pense que ça pourrait être intéressant peut-être de le proposer aussi. Alors, il y avait la dame du DAC 65. euh, et du coup, je pense que ce type d'outil, il peut avoir aussi une portée régionale, en tout cas sur des outils communs, et effectivement, après, que chacun puisse mettre ce qu'il a dans son territoire. Mais c'est vrai que bon, c'est quand même un travail qui peut être diffusé aussi à large Complètement. échelle, je pense. Complètement, on a beaucoup de professionnels des autres DAC d'Occitanie qui disposent d'un lien sur le site internet de l'Espace Pro. Hein, c'est ouvert à tous. Hein, c'est principalement ciblé pour les professionnels du territoire, mais bien sûr, entre DAC, l'idée c'est de partager. C'est pour ça que les autres DAC sont aussi conviés sur ces moments d'échange. C'est pour pouvoir aussi se partager les outils. Bon, là, pour le coup, il y a plein de ressources qui sont possibles de retranscrire en fonction des régions, tout en adaptant et en ajoutant les ressources plus précises sur le territoire. Mais c'est vraiment l'objectif, c'est de partager et que cet outil puisse fluidifier les parcours de façon générale. Donc, bien sûr que il est tout à fait possible de consulter ou d'utiliser l'outil pour les autres DAC ou les autres professionnels d'Occitanie. Est-ce qu'il y a d'autres réactions? Moi, j'ai une question, pas par rapport à Oui. l'outil, juste pour le docteur Estrade encore. Quand vous parlez de la charte avec le CIO par rapport aux professionnels, justement, est-ce que cette charte, est-ce que ça peut être engagé avec une CPTS? Et du coup, ça engagerait nos libéraux à nous et essayer de faire un lien peut-être entre la CPTS et le CIO et du coup que le parcours patient, justement, quand les patients arrivent sur nos zones CPTS, on puisse nous s'organiser au niveau de la zone avec les professionnels qui adhèrent et ça vous évite peut-être de faire professionnel par professionnel et on fait par tuyau Alors, d'orgue CPTS, je sais pas. c'est une bonne question, mais c'est vrai qu'on l'a pas réfléchi comme ça parce que, alors, c'est vrai que pour l'instant, nous, ce qu'on a référencé, c'est sur le site internet par spécialité. Donc, on a les psychologues, les diètes. euh, Mais après, oui, on pourrait imaginer. Alors, en fait, les chartes qu'on a fait signer, il y en a une pour les psychos, une pour les diètes, parce qu'on avait écrit des référentiels aussi en rapport et du coup, les intervenants s'engagent à les lire et voilà, à être en accord avec les principes qu'on avait définis. Alors, c'était pas que nous, hein, c'était pas que hospitalo-centré, c'est-à-dire qu'on avait fait un groupe de travail aussi avec des diètes libéraux, des psychos, enfin voilà, ça avait été, mais ça date il y a plusieurs années. Mais après, oui, alors sur les CPTS, moi, j'ai pas trop d'expérience parce que c'est surtout le professeur Ritz qui est en lien avec notamment le coordonnateur des CPTS. Parce que je crois qu'il y a une coordination un peu régionale. Enfin, voilà, donc je connais moins, mais
oui, je pense que ça pourrait être intéressant. Effectivement, nous, on a tout intérêt aussi à développer un peu le maillage territorial et effectivement de travailler ensemble, oui. Ouais. Peut-être Oui. qu'on se recontactera dans ce cadre-là parce que nous, Mhm, du coup, ça tout serait à fait. aussi bien le côté télé-expertise du CIO pour les médecins généralistes qui se retrouvent confrontés des fois à des situations où ils ne savent pas peut-être apporter les bons mots, aider à déclencher quelque chose et ils se retrouvent bloqués avec des situations à domicile. Et à l'inverse, nous, être peut-être, quand vos patients ils sortent et ils arrivent sur nos zones, qu'on puisse organiser le retour à domicile Le avec le relais, oui. parcours de proximité, quoi. Tout à fait, oui. Mm. Oui, oui, c'est un peu l'objectif. Ouais. Je viens de faire le tour un petit peu là sur la conversation de la réunion. J'ai vu que Marine Revel vous avez donné un petit peu d'informations. Est-ce que vous voulez nous expliquer les informations que vous avez mises ou vous voulez mis? Oui, je peux. Bonjour, je Bonjour. suis la coordinatrice de la Séro-Occitanie. Donc, en fait, moi, j'interviens surtout au niveau de la pédiatrie, du suivi de la prise en charge. Ah, attendez, est-ce que vous m'entendez correctement? Oui, oui, très bien. Je ne sais pas si vous voyez l'image. Voilà. En tout cas, on intervient de façon complémentaire avec les adultes pour les enfants qui sont en situation de surpoids et d'obésité. Il y a le même type de phénotypage, hein, alors, un petit peu différent néanmoins, mais on retrouve l'obésité non complexe et l'obésité complexe chez les enfants avec des parcours différents et des recommandations HAS dédiées pour les enfants. Et vous, en tant que professionnel territorial, il y a deux choses, enfin moi j'ai deux messages à faire passer. Le premier, c'est que si vous avez une problématique d'orientation d'un patient, d'un jeune enfant, n'hésitez pas à nous contacter. Donc j'ai mis le lien vers le site internet de la Séro-Occitanie. C'est l'ancien REPOP, c'est l'ancien nom du REPOP pour ceux qui connaissaient le REPOP. Le REPOP, c'était que en Midi-Pyrénées et depuis qu'on a fusionné avec Languedoc-Roussillon, on est devenu structure d'expertise régionale en obésité. Ça veut dire ça, Séro-Occitanie. Et donc, vous pouvez nous contacter si vous avez des questions sur l'orientation de vos patients, d'une part, et d'autre part, en pédiatrie, il existe donc ce réseau depuis 20 ans et nous avons donc des professionnels qui sont formés en territoire. Nous formons des professionnels, des diététiciens, des médecins, des infirmières, azalées, etc., enfin des kinés, des éducateurs. Nous les formons au dépistage et à la prise en charge de l'obésité pédiatrique. Et donc, nous avons un annuaire des professionnels formés. C'est quand même très intéressant. C'était le sujet, vous en parliez tout à l'heure avec Anna Estrade qui vous parlait des professionnels qui signaient une charte. Sur la pédiatrie, ils signent également une charte. Hein. Notamment, ils s'engagent à respecter ce qu'ils ont appris pendant la formation, que ce soit dans la prise en charge ou dans l'attitude, la posture, l'entretien motivationnel et le bilan éducatif partagé. Hein, ça rejoint le thème de l'éducation thérapeutique du patient. Voilà, donc je ne vais pas faire trop long, mais en tout cas, si vous avez besoin d'informations sur la prise en charge chez les enfants, donc jusqu'à 16, voire 18 ans, à partir de 16 ans, ils seront sur un parcours un peu de transition, comme on dit, mais pour les enfants, les adolescents, n'hésitez pas à prendre contact avec la Séro-Occitanie pour les orientations, pour les parcours, et puis peut-être qu'on aura l'occasion de faire une présentation dédiée voilà, sur la pédiatrie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres interventions, je vous remercie pour ce temps d'échange. On reviendra vers vous avec un lien vers le replay, mais aussi vers la carte mentale et l'ensemble des ressources et documents qui ont été présentés aujourd'hui. Merci à tous et puis très bonne fin d'après-midi. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.